Caracas à l'aube du jour du mois de mai 2026. Une opération ultra secrète baptisée Détermination absolue a secoué toute l'Amérique du Sud. Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, l'homme le plus strictement protégé de ce continent, ainsi que son épouse CIA-FL, aurait été capturé vivant en plein cœur de la capitale par une unité spéciale américaine. Un acte qui semblait inimaginable et pourtant exécuté sans accroc en seulement 2 minutes 28. Ce n'est pas un film d'action, c'est la réalité. Un cauchemar militaire orchestré avec une précision chirurgicale. Derrière ce raid audacieux se cache une longue chaîne de préparatifs méticuleux, depuis l'infiltration à Caracas dès le mois d'août 2025 d'officiers sans couverture diplomatique jusqu'à la collecte minutieuse des habitudes quotidiennes de Maduro. Ces agents n'étaient pas là pour provoquer, mais pour observer, consigner et attendre l'instant exact. Et cet instant, c'était l'aube du Nouvel An, lorsque l'escadron d'hélicoptères N-Stalkers a soudain déchiré le ciel nocturne du Venezuela. Quand la puissance de feu s'est abattue sur la zone militaire de Fusiona, la force Delta, accompagnée d'une équipe d'assaut combinée, a fait tomber la toute dernière couche de défense. Chaque pas, chaque tir figurait déjà sur une carte d'opération dessinée depuis des mois. Quand l'opération s'est achevée, le cerveau du régime TRAF avait été embarqué à bord d'un avion et avait disparu sans laisser de traces. L'opération Détermination absolue n'est pas seulement un exploit militaire, c'est la démonstration d'une capacité américaine à frapper de façon fermée, tranchante et glaciale. Dans l'ombre de Caracas, personne ne savait que chaque pas, chaque routine quotidienne du président Maduro se trouvait déjà dans la paume des services de renseignement américains. Pendant de longs mois, une équipe d'intervention a patiemment collecté ce que l'on appelle des données de renseignement fondées sur le comportement. Ils analysaient les détails les plus infimes, à quelle heure il se levait, comment il s'entraînait, comment il mangeait. Selon les mots du général Duncan, président du comité des chefs d'état-major interarmés des États-Unis, il savait même quel animal de compagnie il possédait et comment ces bêtes réagissaient face à un inconnu. Pour atteindre un niveau de détail aussi stupéfiant, CA aurait dû s'appuyer sur une source humaine infiltrée au cœur même du cercle rapproché du gouvernement vénézuélien, un pion clandestin parfait, tandis que des officiers sans couverture diplomatique opéraient sur le terrain. Dans le ciel très haut, au-dessus de Caracas, des drones furtifs. AQ-170 Centernew surveillaient en continu à distance grâce à des capteurs infrarouges et des dispositifs spectro multicouches en balayant chaque centimètre du complexe présidentiel et de la base Fouette. Tiona, en parallèle sur une base secrète au Kentucky, le commandement interarmé des opérations spéciales JSOC, sous l'autorité du lieutenant-général Jonathan Racca, aurait reconstruit intégralement la résidence et la zone de bureau Maduro à l'échelle 1 pour 1, des matériaux des murs à la structure des couloirs, jusqu'à chaque porte par balle, la force Delta s'entraînait sur cette maquette des centaines de fois, transformant chaque déplacement en réflexe tactique. Aucun détail n'était négligé parce qu'il n'avait pas le droit à la moindre erreur, pas une seule fois. Toute l'opération était programmée pour pousser la vitesse à l'extrême. Dès la première seconde où les patins d'atterrissage des hélicoptères touchaient le sol, les opérateurs américains n'avaient pas plus de 5 minutes pour neutraliser la garde et atteindre le président Nicolás Maduro. L'objectif n'était pas la confrontation, mais l'écrasement. Les entraînements étaient entièrement centrés sur le combat en espace clos CQB. Face à la garde rapprochée présidentielle, une unité entraînée par des conseillers militaires cubains et aussi par des membres du SSB russe. Ils étaient censés se battre jusqu'au bout, mais les États-Unis avaient préparé le pire scénario. Le moment de l'action n'avait rien d'un hasard. Le président Donald Trump aurait approuvé l'opération le 25 décembre 2025, une décision prise en pleine période de fête. Mais l'ordre final d'exécution n'aurait été transmis qu'à 22h46 le lundi 2 mai 2026. C'était l'instant où la discipline militaire se relâche souvent. Beaucoup de commandants supérieurs considère cela comme une fenêtre dorée pour une frappe chirurgicale. L'opération a été déployée à une échelle jamais vue. Plus de 150 aéronefs auraient été mobilisés depuis 20 bases et navires différents dans les eaux au sud des Caraïbes. La formation d'attaque était protégée par 8 bâtiments de guerre, dont le navire d'intervention spéciale On Trader, un bâtiment de débarquement de classe San Antonio et un porte-aéronef d'assaut amphibie Usima. Ce n'était pas seulement une insertion par hélicoptère, c'était une symphonie opérationnelle complète entre l'armée de l'air,
la marine et les forces spéciales. Les chasseurs furtifs F-22 Raptor et F-35 Lightning II assuraient la maîtrise du ciel et la suppression des radars de défense aérienne. Le bombardier stratégique B, un biplaneur, prenait en charge la destruction précise des centres de commandement vénézuéliens à Fuetiona. L'avion de guerre électronique EA, un J-roller, déployait des impulsions électroniques pour paralyser l'ensemble des communications. En même temps, AC-130 Combat C menait un brouillage profond contre les infrastructures de commandement et de contrôle de l'ennemi. Et ce n'est pas tout, RQ-170, Sentinel et MQ-9 Reaper restaient en vol en continu, assurant la surveillance en temps réel, verrouillant au laser et désignant les cibles pour chaque vague de frappe avec une précision proche de l'absolu. Le verrou final de l'opération Détermination absolue, c'était l'équipe d'assaut aéroportée des hélicoptères américains devant franchir l'un des réseaux de défense aérienne les plus denses d'Amérique latine. La formation d'hélicoptères d'attaque incluait des MS-60 M Black Hole DP conçus pour frapper vite et net et des MS-47G TR Chou Block 2 pour transporter la force d'assaut. Ces machines sont décrites comme des monstres de manœuvre conçus pour percer des lignes défensives à grande vitesse et sous forte puissance de feu. Le Venezuela se vantait autrefois de posséder des systèmes solaires redoutables, S-300, VMBM, 2 Barra 2 MBRS 1 et des milliers de missiles portables. Mais c'était une fierté d'il y a une décennie. La technologie américaine, à ce moment-là, n'était pas seulement supérieure, elle était en avance de plusieurs générations. Avant même que le premier Rotor n'entre dans l'espace aérien vénézuélien, les États-Unis auraient lancé une cyberguerre totale. Les centres de commandement de Caracas auraient soudain été plongés dans l'obscurité à cause de coupures massives. Les défenses aériennes auraient été neutralisées silencieusement, les radars ne captant plus de signaux réels parce que les EA 10 à 8 J-rollers injectaient de faux signaux dans le système, provoquant le blocage ou la paralysie totale des batteries S-300 VM. Au même moment, des frappes de précision au mètre près ont été lancées. Les B, un B-Plaire F-22 Raptor et F-35A Lightning II ont tiré des salves de munitions guidées extrêmement précises. Parmi elles, des munitions laser JDAM, comme CBU-57 ou CBU-48, des bombes à guidage double combinant CBS et guidage laser. En parallèle, CBU-39 Small Diameter Bomb, une bombe de petit calibre ne pesant que 110 kg, mais capable de percer avec précision des objectifs ponctuels, permettant à chaque avion d'emporter davantage de munitions et de frapper de multiples cibles en une seule rotation. Aucune sirène, aucune réaction à temps. En quelques minutes, une défense aérienne réputée imprenable a été totalement perforée, ouvrant un corridor pour que les hélicoptères américains foncent droit vers le centre du pouvoir vénézuélien. Les bombes intelligentes ont frappé avec une précision chirurgicale et le centre de commandement de Fuetiona, l'aéroport militaire de La Caslota, ainsi que les zones voisines ont vu leurs portes grandes ouvertes pour laisser entrer force de raid la plus redoutable de la planète. Mais pour expliquer pourquoi l'opération Détermination absolue a atteint une efficacité aussi parfaite, il faut regarder 3 facteurs centraux, qui est la force Delta, quel rôle joue l'unité Nukers et quel type d'appareil a transporté les forces spéciales américaines jusqu'au cœur de Caracas. Commençons par le nom qui inspire à la fois admiration et crainte dans le monde entier, la force Delta. Cette unité n'a pas été créée pour l'image ou la communication, mais pour accomplir des missions que personne d'autre ne peut assumer. Elle constitue un instrument stratégique du commandement, interarmé des opérations spéciales JSOC, ce qui lui permet de prendre des décisions quasi instantanées, sans passer par de lourdes strates administratives. Cela signifie une vitesse de réaction extrême et un accès direct aux renseignements du plus haut niveau. Chaque opération impliquant la force Delta nécessite une validation au sommet de l'appareil politique et militaire des États-Unis. En son sein se trouvent les détachements d'assaut A, B, C et D, également appelés squadrons d'assaut. Il ne s'agit pas d'unités symboliques ou honorifiques, mais de formations de combat réelles conçues pour infiltrer, capturer ou éliminer des cibles stratégiques et pour mener des missions à très haut risque avec un soutien total du JSOC. Ils ne viennent pas négocier, ils viennent pour terminer l'opération rapidement avec une précision absolue. Selon la doctrine des opérations spéciales, lorsqu'une cible est un chef d'État en exercice comme le président Nicolás Maduro, la mission est classée au niveau SVTC, à dire Very High Value Target. Dans un tel cas, l'unité la plus susceptible d'être déployée est précisément la Delta Force, en particulier l'équipe A. Compte tenu de l'expérience et de la structure actuelle de cette force,
Une équipe d'assaut complète ne compte généralement que 34 à 36 opérateurs d'élite, suffisamment peu nombreux pour agir vite, suffisamment puissants pour écraser toute résistance en un temps minimal. Mais ces combattants ne peuvent pas se rendre seuls sur zone. Ils ont besoin d'un bras aérien spécialisé. C'est là qu'interviennent les Night Stalkers. Le 160e régiment d'aviation des opérations spéciales est une unité d'élite de l'armée de terre américaine opérant directement sous l'autorité du JSOC et connue sous le surnom de Night Stalkers. Les fantômes de la nuit ne sont pas une métaphore, c'est leur réalité opérationnelle. Ils vivent dans l'obscurité, volent à très basse altitude, se faufilent au-dessus des villes des jungles ou des zones montagneuses dans les conditions les plus dangereuses afin de déposer des forces secrètes comme la Delta Force au cœur. Même du danger, puis de les extraire sans laisser la moindre trace. Dans l'opération Détermination absolue, les Night Stalkers auraient déployé au minimum 5 hélicoptères MH-47J Chinook Block 2. Ces appareils ne sont pas de simples moyens de transport, ce sont de véritables forteresses volantes. Le MH-47G est renforcé au niveau de sa structure, doté d'une résistance accrue aux impacts et équipé de réservoirs de carburant étendus, lui permettant de parcourir plusieurs centaines de kilomètres sans ravitaillement. Son avionique avancée permet aux pilotes de voler au ras du sol dans un environnement saturé de radars comme celui de Caracas sans être détecté. Certaines vidéos captées par des habitants et des images de l'atterrissage à Porto Rico après l'opération ont confirmé la présence de cette formation, une trace rare, laissée par une mission qui, par nature, ne devait en laisser aucune. Lorsque la formation d'hélicoptères américains a pénétré l'espace aérien de Caracas, les forces vénézuéliennes ont tenté de réagir. Des indices clairs indiquent que des missiles solaires portables ont été tirés, notamment des systèmes considérés comme des armes principales anti-hélicoptères dans l'arsenal vénézuélien. Mais ces missiles n'ont jamais atteint leur cible. Ils ont été neutralisés par une technologie largement supérieure. Il s'agit du système ANAQ-24 Nemesis. Ce dispositif constitue un bouclier infrarouge intégré aux hélicoptères MH-47G Chinook Block 2. Il combine des capteurs laser et infrarouges capables de détecter un missile en approche, puis de projeter un faisceau destiné à aveugler son autodirecteur, provoquant la perte de verrouillage. Tout au long de la phase d'approche et d'atterrissage des éléments indique que le système Nemesis a été activé au moins une fois, non seulement pour neutraliser une menace, mais aussi pour sauver l'ensemble de la formation. En termes de capacité humaine, chaque Chinook peut transporter entre 30 et 36 personnes, équipage compris. En pratique, la charge est souvent réduite afin d'augmenter la vitesse et la manœuvrabilité. Même dans ce cas, une formation de 5 appareils transportait encore environ 75 à 80 opérateurs des forces spéciales, une puissance de frappe suffisante pour contrôler l'intégralité de la zone cible. Pendant ce temps, en tête de la formation, 6 hélicoptères MH-60M Black Hawk Direct Penetration ouvraient la voie. Il ne s'agissait pas de Black Hawk classique. La version d'épée a été profondément modifiée pour devenir une plateforme d'appui-feu rapprochée, équipée de canons automatiques, de 30 mm de roquettes Hydra 70 et de missiles Hellfire. Leur mission consistait à protéger la formation contre toute menace tireur, embusquée sur les toits, groupes armés sur les hauteurs ou patrouilles mobiles dans les rues. Une séquence vidéo capturée près de Fuerteventura montre clairement un MH-60M tirant une roquette Hydra sur une position militaire vénézuélienne. Cette frappe précise a nettoyé l'axe d'approche juste avant la phase de débarquement. Et à 2h01 du matin, heure locale de Caracas, les rotors ont commencé à ralentir, déposant la totalité de la force Delta au cœur même du centre du pouvoir vénézuélien. Malgré les frappes préliminaires électroniques et la puissance de feu de précision, la force d'assaut américaine a néanmoins rencontré une résistance acharnée en approchant du complexe de Fuerteventura. Des combattants vénézuéliens, appuyés par des conseillers cubains, ont riposté avec des armes légères, certaines mitrailleuses automatiques, ainsi que des missiles solaires portables. Des grenades propulsées depuis des lanceurs M203 et des rafales nourries ont éclaté, contraignant les MH-60M Black Hawk à déployer l'intégralité de leur puissance de feu depuis les roquettes Hydra jusqu'aux canons automatiques de 30 mm afin de créer un rideau de suppression ouvrant la voie à l'assaut.
La Delta Force a pénétré par l'entrée principale après avoir fait sauter les portes blindées renforcées à l'aide de charges explosives puissantes, probablement des blocs E-112 ou C4, des explosifs spécialement conçus pour la neutralisation d'ouvrages fortifiés. Une fois à l'intérieur, l'avantage tactique a basculé entièrement en faveur des forces spéciales américaines. Dans l'obscurité totale, ils n'avaient nul besoin d'éclairage grâce aux lunettes de vision nocturne GPNVG 10 à 8, dotées de 4 tubes optiques, offrant un champ de vision de 97 degrés. Les opérateurs progressaient comme des ombres, tandis que les forces vénézuéliennes tiraient dans le vide. L'approche rapprochée s'est déroulée avec une vitesse et une précision d'une froideur implacable. Des fusils d'assaut MK 10 à 8 ou M4 personnalisés équipés de silencieux et d'optiques de courte portée permettait aux opérateurs de contrôler chaque couloir, chaque angle mort du complexe. L'ensemble de l'assaut s'est déroulé selon une séquence presque parfaite. Les 60 premières secondes ont permis de sécuriser totalement le périmètre extérieur de l'entrée principale. Entre la 60e et la 120e seconde, la Delta a progressé profondément dans les couloirs centraux. Des combats violents ont éclaté au niveau des cages d'escalier où des soldats vénézuéliens et des conseillers cubains tentaient de tenir leur position. À la 3e minute, l'équipe principale a localisé avec précision la position du président Nicolás Maduro et de son épouse Cilia Flores. Ils tentaient de se replier vers une salle sécurisée, un abri fortifié, mais la Delta est arrivée avant que la porte ne puisse se refermer complètement. À la 5e minute, les opérateurs ont pris contact direct, ont notifié l'ordre d'arrestation et ont annoncé la présence officielle de représentants du département de la justice des États-Unis. Le président Maduro a opposé une résistance mineure insuffisante pour inverser le cours des événements. Il a rapidement été maîtrisé et sommé de coopérer. Immédiatement après, la Delta Force a confirmé la sécurisation de la cible auprès du commandement opérationnel, notamment au lieutenant-général Jonathan Racah et au général Danken. L'ordre de repli a été transmis sans délai, marquant la fin d'un raid exécuté avec une précision absolue à la seconde près. Après 5 minutes d'assaut éclair, le président Nicolás Maduro a été officiellement placé en état d'arrestation. Lui et son épouse Cilia Flores ont été immédiatement embarqués à bord d'un hélicoptère MH-47 Chinook quittant Caracas sans délai. Le temps total écoulé entre le premier coup de feu et l'extraction complète des forces américaines n'a été que de 29 minutes. Une prouesse en matière de vitesse de coordination et d'organisation. Cependant, l'opération n'a pas été exempte de pertes humaines. Selon les médias vénézuéliens et internationaux, au moins 80 personnes vénézuéliennes ont trouvé la mort, parmi lesquelles des membres de la garde présidentielle, des soldats réguliers, des agents cubains et également des civils vivant à proximité des zones touchées par les frappes guidées. Cuba a par la suite confirmé un chiffre particulièrement frappant, 32 ressortissants cubains auraient été tués, non pas des civils, mais des membres d'unités d'élite relevant de la sécurité personnelle et du renseignement stratégique. Il s'agissait de personnel déployé au Venezuela pour assurer directement la protection de Maduro. Cette information a mis en lumière un fait majeur. Cuba ne se limitait pas à un rôle de conseil, mais intervenait directement par des équipes de protection de haut niveau et de renseignement stratégique. Le président Donald Trump et le gouvernement de la Havane ont tous deux confirmé cet élément. Du côté américain, aucune perte humaine n'a été officiellement annoncée. Toutefois, 6 soldats ont été légèrement blessés par des éclats durant la phase initiale de l'approche. Le succès de l'opération s'explique en grande partie par la vitesse d'exécution et par la neutralisation préalable des radars vénézuéliens. Les centres de commandement ayant été détruits par les frappes des B-1B, l'armée vénézuélienne n'a pas pu réagir à temps, les ordres n'ayant jamais atteint les unités subalternes. Un détail crucial mais peu connu du grand public mérite d'être souligné. Selon des analyses de renseignement en source ouverte aux INT, les radars mobiles chinois de type Type 2, 7 éléments essentiels de la surveillance à basse altitude du Venezuela, exploités par le bataillon de contrôle et de surveillance numéro 3913, n'auraient pas été déployés à temps. Cette absence a créé une zone aveugle critique dans la défense aérienne que les forces américaines ont exploitée pour infiltrer leurs hélicoptères jusqu'au cœur de Caracas sans être détectés. Après leur capture, Maduro et son épouse ont été transférés par hélicoptère vers un point de rendez-vous côtier avant d'être embarqués sur le navire de débarquement d'assaut USS Ashland LSD 48, un bâtiment de la classe Whidbey Island, opérant dans la mer des Caraïbes. Ce navire ne servait pas seulement de centre de commandement naval, mais disposait également de zones de détention temporaire, d'installations médicales et de systèmes de sécurité renforcés.
Maduro et Cilia Flores ont été soumis aux procédures de sécurité standard, yeux bandés, protection auditive, conformément au protocole de détention à haut risque. Les premières images diffusées sur les réseaux sociaux montraient le couple à bord du navire, visiblement épuisé, recevant de la nourriture légère, changeant de vêtements et se préparant pour la phase suivante du transfert. Un détail mineur a été rapporté. Maduro aurait demandé à se rendre aux toilettes à 2 reprises durant le transport, probablement sous l'effet du choc psychologique et du rythme fulgurant de l'opération qui ne lui laissait aucun temps d'adaptation. À partir du moment où le président Nicolás Maduro a posé le pied sur le USS Ashland, l'ensemble des mouvements ultérieurs a été suivi en temps réel par certaines des figures les plus puissantes des États-Unis. Grâce au système de communication mondiale intégré au navire, le général Duncan, le président Donald Trump, le secrétaire d'État Marco Rubio et le directeur du renseignement national John Ratcliffe ont tous suivi l'opération en direct depuis Mar-a-Lago. Chaque déplacement, chaque décision de sécurité était exécutée et validée en temps réel. Maduro et son épouse n'ont pas été transférés directement vers le territoire continental. La première étape a été la base navale de la baie de Guantanamo, où ils ont subi une phase initiale d'interrogatoire, conformément au protocole de traitement des cibles SVT de niveau national, avec un niveau de sécurité maximal. À l'issue de cette phase, le couple a été embarqué à bord d'un Boeing 757 opéré par le FBI, un appareil fréquemment utilisé pour les transferts de très haute sécurité qui les a transportés directement vers la base aérienne de Stewart dans l'État de New York. De là, des hélicoptères de transport spécialisés les ont conduits vers Manhattan, puis vers les locaux de la Drug Enforcement Administration, où ils ont été officiellement remis comme personnes poursuivies par la justice américaine. Destination finale, le centre fédéral de détention de Brooklyn, où Nicolás Maduro a formellement fait face à des chefs d'accusation liés au narcoterrorisme et au trafic de cocaïne vers les États-Unis. Un épilogue lourd de conséquences pour une carrière politique profondément controversée. L'opération Détermination absolue n'était pas seulement une action militaire, c'était un message stratégique des États-Unis. Ils ont démontré qu'ils pouvaient extraire un chef d'État en exercice du cœur même de la capitale la plus protégée, sans déclencher une guerre totale, sans occupation militaire et sans avertissement préalable. Un détail glaçant inscrit cette opération dans une continuité historique. Le mois de mai 2020, moment de l'arrestation de Maduro, correspond exactement au 6e anniversaire de l'élimination du général iranien Qassem Soleimani en Irak, le 3 janvier 2020, ainsi qu'au 36e anniversaire de l'opération ayant conduit à l'arrestation du général Manuel Noriega au Panama en janvier 1990. Une date qui semble se répéter comme une loi silencieuse de l'histoire avec un nouveau nom ajouté à la liste. Mesdames et messieurs, notre vidéo s'achève ici. Merci de votre attention et de votre fidélité. À très bientôt dans nos prochaines vidéos.